Et à travers cet héritage que l'on a reçu, donc on dit souvent que les bâtisseurs de cathédrales étaient les héritiers des druides. Est-ce que ceux que l'on a nommés les troubadours étaient eux-mêmes les héritiers des bardes? Alors certainement, hein, très, très certainement. Alors même si on n'a pas de preuves directes historiques écrites sur un papier, encore que on a par exemple Marie de France qui a écrit euh, les laits de Marie de France, hein, que je vous invite à lire, et dedans on trouve des éléments d'ailleurs de la matière de Bretagne, c'est-à-dire des récits concernant le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Et elle, en préambule, elle dit voilà des aventures, des laits que j'ai recueillis et qui étaient chantés à la rote ou à la harpe, narrés, phrasés ou chantés, parce qu'ils avaient une manière de déclamer aussi par les bardes bretons. Nous dit Marie de France, et je crois Marie de France c'est 12-13e siècle, et on peut dire que c'est une femme troubadour, une troubéirite, et elle nous dit, voilà, elle nous parle de cette filiation en fait, pour parler des histoires du roi Arthur qu'elle a entendu jouer à la rote. On considère que c'est une variété de lyre aujourd'hui qui a donné le cruit en langue gaélique, et qu'en français on a traduit par crotte, crota, rota, et puis c'est devenu le croûte, et qui est devenu une lyre à archer après. Alors voilà, donc c'est pour moi il y a une filiation, hein, si on si on considère les écrits de Marie de France. On dit aussi que le hasard est une loi qui voyage incognito. Est-ce que le conte est une sagesse qui fait de même? Oui, oui, oui. Alors, je te prie de m'excuser, Benjamin, et je prie de m'excuser auprès des auditeurs. J'aimerais rajouter un élément. Oui, oui. Effectivement, s'il y a eu une transmission du barde au troubadour, le troubadour est venu apporter son génie propre, à savoir l'amour courtois. Que le barde, s'il pouvait raconter des histoires d'amour, ça, on l'a assez cité, l'éthique de l'amour courtois, il ne le connaissait pas, tel que les troubadours l'ont exprimé, aussi magnifié. Donc voilà, il faut rendre aussi hommage à ces hommes et ces femmes du Moyen-Âge qui ont magnifié l'amour entre un homme et une femme. Voilà, et je reviens à notre sujet. Donc, oui, tu disais le conte, oui, le conte chemine. Alors, le conte, c'est quand même la première parole. Et le français est une belle langue, comme toutes les autres langues, ni plus, mais ni moins. Et alors, la racine du conte, du mot conte, est latine, computare, et qui a donné comptabilité d'ailleurs d'un côté, et qui a donné conte de l'autre côté, le conte, l'histoire, la légende. Et donc le conte, dans son étymologie, il contient le mot, la comptabilité, c'est mettre en ordre une gestion, une activité. Et le conte, oui, quand on l'entend, quand on le lit, quand on l'écoute, quand on le partage, qu'on le dit, qu'on le raconte, il met en ordre. Il réharmonise. Alors là, mais c'est magnifique. Et les premiers conteurs étaient des sages. La particularité, j'en reviens à la tradition celtique, des Philides, ces bardes druides vates, leur particularité et leurs études, eh bien, ils étaient conteurs. C'était des conteurs. Ils se formaient à l'art du conte parce qu'ils avaient bien saisi. C'est vrai que c'était aussi une culture orale, il ne faut pas l'oublier. Donc la parole, l'art de la parole est très important, est essentiel dans une culture orale. Hein. Et ils étaient conteurs, et alors ça prenait une dizaine d'années pour devenir un maître conteur, voire un peu plus, parce qu'on a répertorié entre 7 initiations ou 9
initiation échelon pour devenir un olam, c'est-à-dire un fili maître et conteur. Et à ce moment-là, il connaissait plus de, je crois, que je dise pas de bêtises, 300 ou 456 récits. Et les récits irlandais anciens, c'est des épopées, hein, c'est pas 2 refrains et 3 lignes, c'est des fleuves. Et par cœur, sans en transformer un mot. Donc c'était des gens... alors c'est pour ça que quand Keltia m'a qualifié de barde, je suis très honoré, mais je suis loin d'être un barde à l'image de ces bardes anciens qui connaissaient des centaines de récits par cœur. Moi, à tout casser, j'en connais une trentaine bien comme il faut. Et encore, il faut que je les revoie régulièrement pour toujours les garder. Et c'était des gens exceptionnels. Alors le conte, c'est la première parole. Avant la philosophie, avant la religion. Et cette première parole, eh bien, elle remettait en harmonie. Et je parlais des chamans. Les premiers chamans, c'était des conteurs, c'était des bardes, des musiciens, des chanteurs. Ils ne faisaient pas d'autres cérémonies. Ils s'asseyaient, ils racontaient une histoire, accompagnés toujours, parce que chez les Celtes, comme chez les Grecs de l'Antiquité, mais de la période archaïque, paroles et musique sont une. On ne jouait pas de la musique pour faire un concert avec un instrument, et puis on ne déclamait pas un poème de l'autre côté. Non, c'était lié en même temps. Paroles et musique se révélaient l'une l'autre, étaient une. Et c'était la fonction des aèdes, qui sont les bardes, les philides grecs. Et à ce moment-là, quand ils s'installaient dans un village, une communauté ou à la cour d'un roi, eh bien, leurs paroles, oui, apportaient l'apaisement, leurs paroles guérissaient. Et dans la mythologie ancienne celtique, on le rapporte que les bardes d'abord étaient très respectés. Inviter un barde chez soi, c'était un grand honneur pour les personnes qui recevaient le barde ou le fili, le poète, le voyant. Et quiconque leur nuisait était sévèrement puni par les lois de la tribu. Et donc, quand les bardes avaient un pouvoir, ils étaient respectés, on n'allait pas du tout attenter à leur personne, ce qui fait qu'ils avaient une protection, et ils pouvaient se permettre d'aller sur les champs de bataille avec leur lyre, parce que c'est le premier instrument des bardes, c'est la lyre, et s'interposer entre deux clans, deux armées qui allaient en découdre, et se mettre au milieu, avec pour seule arme leur lyre, et se mettre à déclamer de la poésie et de la musique. Ça, les auteurs gréco-latins ont vu ça, ils ont été stupéfaits, et en même temps admiratifs. Ils ont dit, parce qu'ils prenaient les Celtes pour des barbares, des brutes, et quand même, voilà, leur poète vient en plein milieu du champ de bataille, et il joue, et les guerriers s'assoient des deux côtés, ils écoutent. Et souvent, ils faisaient la paix après, grâce à l'intervention du barde. Alors là, on est loin de Assurance Tourix, mais moi j'ai beaucoup de sympathie pour Assurance Tourix et Uderzo et Goscinny, parce qu'ils nous ont fait aimer ces Gaulois qui s'imbibaient de potions magiques. Et je trouve Assurance Tourix, il est quand même marrant. Enfin, voilà. Alors le conte, c'est ça, c'est la première parole qui nous remet en harmonie avec nous-mêmes, avec l'autre et avec le monde. Mais là, il nous faut parler de ce qu'est le vrai conte. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à la dérive vers les nouvelles. Les nouvelles, c'est un récit de vie. C'est magnifique parce qu'un récit de vie, c'est authentique. Mais c'est pas un conte. Le conte, il faut parler du conte merveilleux. Voilà. Et là, le conte merveilleux, il contient toute cette initiation dont nous parlons. Tous les éléments, les épreuves, il y a une structure que les sages connaissent et qu'ils ont placée dans le conte, dans la légende, le mythe, pour nous faire cheminer et nous faire découvrir qui nous sommes et quel est notre potentiel pour qu'on chante notre Awen et qu'on soit en harmonie, encore une fois avec nous, avec l'autre et avec le monde. Voilà pourquoi moi, par exemple, je l'utilise en art-thérapie.
Et le conte, malgré ce que beaucoup de personnes pensent, n'est pas seulement fait pour les enfants. Parce que nous, ça nous connecte vraiment, comme la quête du héros, à notre enfant intérieur. Et il y a une notion d'aventure, hein, qui s'éveille au fond de nous quand nous, on élabore avec les contes. C'est ben, c'est très, très, très émouvant. Voilà, on a déjà, voilà, on a déjà eu des aventures, hein, moi je dirais ça comme ça, que des personnes ont vécu lorsque nous, on a proposé ça avec le médium, donc en art-thérapie, et ça permet vraiment des révélations sur soi. C'est très, très, très beau. Ça peut aller très loin. Pour rebondir sur ce que vous dites, j'entendais récemment un chercheur qui parlait de citer la phrase qu'on connaît bien, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais. Oui, de Rabelais, bien sûr, et qui reprochait justement à notre société plutôt matérialiste, avec cette dérive à la suite de la révolution industrielle et puis de cette révolution numérique qu'on connaît, de dépouiller en fait la nature et la vie et la société de sa magie et de son enchantement, et il reprochait en fait à ce matérialisme-là, eh bien d'enfermer les gens dans une sorte de tristesse et dans une sorte, dans une absence de magie, quoi. Et justement, dans ce que vous dites, dans ce dont vous témoignez, je me dis aussi que vous participez à réenchanter justement, à réenchanter un petit peu le monde, et je me dis que le conte participe aussi à ça. Oh bah écoute, t'es fort aimable de nous qualifier ainsi, de nous. Ouais. Merci beaucoup. Mais oui, le conte, oui. Ben, le conte, c'est la première parole. Voilà, encore une fois, effectivement, il nous remet en harmonie. Et quand on est en harmonie, il n'y a qu'à écouter les oiseaux. Voilà, le matin, ils se lèvent, ils font leur petite toilette, et puis hop, ils chantent. Et parce qu'ils sont en harmonie avec eux-mêmes, ils ne se posent pas la question de savoir, est-ce que j'ai ma plume de travers? Est-ce que mon bec est bien luisant? Non, non, voilà. Et hop, ils chantent, et c'est magnifique. Et voilà, et le conte, c'est la première parole qui nous met en harmonie, qui nous réharmonise, réorganise. Voilà, et donc, oui, elle réenchante le monde, parce que le monde, c'est vrai, il y a une magie dans le monde, et cette magie, elle est partout. Elle est dans le chant du ruisseau, elle est dans le vol et le chant des oiseaux, elle est dans le vent qui vient nous caresser, dans les vagues qui viennent mourir sur le rivage, et en mourant, elles offrent un chant, un frémissement, un crépitement de l'écume des vagues. C'est magique. La vie est magie. La magie est partout. Et nous, oui, nous avons opté pour... c'est une croyance pour moi. C'est une croyance que de croire que le monde est fini et que nous pouvons le définir complètement et séparer ces éléments pour l'analyser. On sait aujourd'hui avec la physique quantique que tout ça, ça repose sur une croyance en fait, et que le monde, il n'est pas fini, il s'infinit. Et nous sommes, nous, co-créateurs aussi de tout cela. On n'est pas sujet, enfin, on n'est pas soumis, ou on est acteur, voilà, on est acteur, hein, on est, et on peut co-créer. Qu'est-ce que je fais? C'est Carl Gustav Jung qui disait, et là j'invite à lire, il faut prendre des ouvrages accessibles parce que des fois il faut s'accrocher à la table, mais il dit, nous sommes chacune une fenêtre sur les autres. Il appelait ça l'inconscient collectif, on est tous reliés. Donc déjà pour moi-même, qu'est-ce que j'en vois? Est-ce que j'en vois toujours de la crainte? Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? J'ouvre la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Le monde est laid. Oh, mon Dieu, mais c'est horrible. Bon, qu'est-ce que j'en vois pour moi et qu'est-ce que j'en vois pour les autres? Comment je nourris cet inconscient collectif? Comment je nourris la substance du monde, puisque je suis co-créateur? Alors mes actes ont une importance, bien sûr, ce que je fais, mais aussi ce que je rumine à l'intérieur de moi, ce que je pense, ce dont je parle. Voilà, ça a aussi une importance.
Ouais, et puis il y a un transposé vraiment symbolique dans la quête du héros, donc du coup dans les contes. Hein, souvent ça démarre, on n'a pas de bol, on démarre, on n'a pas d'argent, on est. Oui, mais c'est fait exprès pour qu'on puisse s'identifier au mieux, parce que c'est vrai que le héros d'un conte, au départ, soit il est battu, soit il est handicapé, il a une bosse dans le dos, une jambe plus courte, voilà, il est un peu autiste parce qu'il parle pas beaucoup, on se moque de lui, c'est le dernier né d'une famille, voilà. Cendrillon, ben voilà, on lui vole son héritage affectif et sa place de fille première de son père, on la fout à la cuisine, enfin bon, voilà. Mais ça nous permet à nous de nous identifier, parce que on trouve dans le conte quelqu'un qui est plus malheureux que nous et qui devient le héros de l'histoire et qui s'en sort. Et ça donne du courage. Hein. Voilà, c'est un grand bol d'air pour nous. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure donc des cérémonies chez les peuples traditionnels. On entend parler de peuples, notamment je pense aux Kogi par exemple, qui ont été plutôt médiatisés ces derniers temps, hein, dans des émissions de télé comme sur France 2 par exemple, avec l'émission de Frédéric Lopez. On entend parler de ces peuples qui auraient conservé leur savoir et leur tradition sans interruption pendant des centaines, voire des milliers d'années. Est-ce que vous savez un petit peu quel est le positionnement de ces sociétés vis-à-vis de notre propre amnésie, on va dire culturelle et spirituelle, puisque tu as dit, Olivier, on est loin de ces racines-là, on est loin des filies, on a peu d'écrits, on a peu d'éléments de transmission, et aujourd'hui, on se ressent un petit peu, on peut entendre des personnes qui disent se sentir dans une forme d'amnésie spirituelle. Oui, alors je connais pas toute la philosophie et le point de vue de tous ces peuples. Hein. Les Kogi, c'est un peuple admirable, et je dirais, faut les laisser tranquilles. Hein. Même un reportage, ça peut les perturber. Enfin, je veux dire, faut laisser ces personnes telles qu'elles sont, quoi, parce que voilà. Et en même temps, ça nous permet de voir comment une société continue à évoluer, une société qui est en harmonie avec la nature. Parce qu'on aura à apprendre d'eux, et je pense que rapidement, il va falloir qu'on reconsidère nos visées actuelles, effectivement matérialistes. Et puis, il faut aussi le dire, on est dirigé par des prédateurs à tous les niveaux, soit au niveau de la nature, mais au niveau des animaux, au niveau des êtres humains, qui, eux, en ont strictement rien à faire de nos vies. Et là, et ils nous mettent en danger, ils mettent en danger nos vies, ils mettent en danger la vie des animaux, ils mettent en danger la vie de la planète, parce que c'est tout profit. Voilà, donc là, il va falloir se réveiller. Et ces vieilles sociétés, elles ont continué, c'est vrai, à vivre. Et là, on s'aperçoit que c'est des gens merveilleux. En plus, ils sont non violents. C'est une société pratiquement idéale. Et on peut imaginer comment étaient les premières sociétés et comment vivaient aussi nos ancêtres. Voilà, contrairement à ce qu'on nous a dit. Parce qu'il y a encore des peuples qui vivent comme ça, des peuples premiers. Ils sont admirables. Alors nous, pour revenir sur le continent européen, oui, on a dû vivre comme ça il y a très longtemps. Et il nous reste des bribes. Alors aujourd'hui, pour parler de la tradition des druides, des bardes et des vates, c'est une reconstruction quand même, hein, à partir du XVIIIe siècle et à partir de bribes. En même temps, le premier mouvement, la première résurgence, même s'il y a des éléments anciens, elle a été aussi aidée par la franc-maçonnerie, il faut le dire, hein, même si aujourd'hui les groupes se sont bien individualisés, mais beaucoup étaient en même temps francs-maçons et en même temps chez les premiers druides, ce qui a influencé et les cérémonies et l'état d'esprit aussi des premiers groupements, des premiers ordres. Voilà. Et donc, après, les cérémonies, chez nos aînés, je parle des personnes du siècle dernier et du siècle précédent, comme nous ne disposions que de bribes, il y a tout un
une œuvre qui a été accomplie par ces aînés et qui sont allés voir les Amérindiens, qui sont allés voir beaucoup en Inde hein, dans les années 60-70 pour chercher des matériaux qui manquaient puisqu'on n'a que des bribes. Et donc ces aînés sont allés rencontrer ces sages, des brahmanes, des yogis, des hommes et des femmes médecines, très peu à cette époque-là de chamans, hein, très 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 peu hein, au commencement. Mais par contre aussi chez les taoïstes et chez les bouddhistes. Et donc ils ont dit comment vous faites cette cérémonie-là, par exemple, pour un baptême, pour une naissance, comment vous faites cette cérémonie-là pour rendre hommage à celui qui s'en va, comment vous faites une cérémonie de mariage ou de fiançailles, voilà, des choses de la vie de tous les jours que tous les peuples connaissent et honorent. Et ils écoutaient et ils notaient et ils allaient dans ce qu'on a gardé nous d'éléments et voir, ah tiens, là dans telle direction, tiens, puis ils se sont aperçus que dans les vieilles cérémonies, on honorait chaque direction et qu'il y a une symbolique à chaque direction, les points cardinaux, et puis le ciel et la terre, et puis l'espace du milieu, et que les différentes traditions honoraient ces 7 directions sacrées à leur manière, de manière singulière et unique. Et que cela existait aussi dans la tradition celtique, sauf qu'il nous manquait beaucoup d'éléments, mais elles avaient été nommées dans les mythes. Elles avaient été décrites pour une grande part dans leur symbolique, dans les mythes et les légendes, les contes. Alors là, donc du coup, il y a eu toute une élaboration, une recherche, une étude, et les premiers groupements de druides, de bardes et de vates, voilà, ils ont remis en forme, et en empruntant aussi, je disais encore une fois, la franc-maçonnerie. Après, encore une fois, ils se sont désolidarisés, chaque groupe est maintenant indépendant, même si je sais qu'il y a quelques petits groupes qui sont encore dans les deux chemins, dans les deux structures. Hein. Alors voilà pour les cérémonies. Après, c'est important de comment dirais-je, de croire à la puissance d'une cérémonie. Et je pense aussi que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'être reconnus. Et là, je ne parle pas au niveau égotique, c'est-à-dire que si je me marie, j'ai besoin que la communauté le sache et qu'elle qu'elle reconnaisse que j'ai choisi cette femme, que ça plaise ou non à la communauté d'ailleurs, mais devant elle, je l'affirme. Je dis voilà, je me marie et cette dame se marie avec moi, c'est notre choix. Et maintenant, vous le savez. Et donc ça, ça mérite une cérémonie. Quand un enfant arrive au monde, voilà, on fait une cérémonie pour la famille et pour l'enfant. Et ça a une puissance. Alors après, évidemment, les anciens et les sages de ces différentes traditions nous disent qu'une cérémonie porte des pouvoirs. Alors après, évidemment, il faut entrer dans ce monde spirituel. Si on n'y croit pas, on n'y croit pas. Et c'est tout à fait honorable aussi. Hein. Il n'y a pas à jeter le discrédit sur une personne qui vilipendrait les cérémonies. Et de même, il n'y a pas à accorder un crédit à 100% à une personne qui ferait que le mérite des cérémonies. Hein. Toujours sa raison gardée. Hein. J'aime beaucoup le Bouddha parce qu'il disait si j'ai des disciples, bon, le Bouddha lui-même n'a pas demandé à avoir des disciples. Alors là, c'est une grosse surprise. Hein. Il disait si j'ai des disciples, mon disciple est celui qui avance à la lumière de sa propre sagesse et qui ne croit en rien sur l'autorité des maîtres, de son maître, de sa famille, de ses prêtres. Il vérifie par lui-même. Et si ça fait chanter son cœur et que ça le rend meilleur et qu'il observe que ça peut rendre meilleur aussi autrui, alors il y conforme sa conduite. Voilà comment parlait le Bouddha. Sous cette notion de cérémonie, moi j'aimerais rajouter quand même, parce qu'on ne se rappelle peut-être pas, ou en tout cas pas en conscience, les rituels. Et quand on regarde, nous, donc, comme il disait Olivier, nous habitons à la campagne, il y a encore au jour d'aujourd'hui, nos agriculteurs, nos voisins, ils ont encore, moi j'appellerais ça des rituels de remerciement pour la terre,
Hein, quand il rentre le maïs, ben, il laisse toujours quelques épis de maïs. Alors nous, pendant des années, on s'est demandé, ben, c'est évident, hein, ça, aujourd'hui, ça nous paraît évident. Ben, en fait, c'est une forme de rituel pour remercier la mère terre. Et c'est pas seulement pour récupérer les semences ou les graines, puisqu'on sait aujourd'hui que malheureusement, les pauvres, ils n'ont pas le droit non plus de réutiliser leurs propres graines. Enfin, on va vite refermer cette parenthèse. Moi, je voulais juste parler de la notion donc du coup du rituel. Puis ça, en fait, ça a été quand même une continuité, hein, ce lien avec la nature. Donc, même si nous, en tant que citadins, parfois on l'a perdu, en l'occurrence, donc nos anciens, ben voilà, les agriculteurs, eux, souvent l'ont gardé. Au sujet des cérémonies, et puis on parlait des peuples dits plus traditionnels, quelle est la fonction de l'artiste et plus spécifiquement du conteur dans ce domaine? Mais tu ne nous épargnes pas, cher Benjamin. Tu nous poses des questions d'universitaire, bac plus 10. C'est que je vous considère comme un docteur en sagesse. Oh là là, eh ben alors dites donc. On va remettre l'auréole. Surtout pas. Tu veux parler, chérie artiste Non, ou conteur, fonction, alors après, comment dire, voilà, je pense que si on part du principe de dire, voilà, j'ai quelque chose à apporter, c'est pas le bon départ. Parce qu'on est dans une vision, on va dire, intellectuelle. On veut plaquer un modèle qu'on a cru et qu'on croit être bon. Il faut reprendre ça à la source, c'est-à-dire trouver d'abord sa propre note authentique. Et là, à ce moment-là, quand on va commencer à la chanter, on va trouver le chemin. C'est comme ça que ça marche. C'est pas d'abord par l'idée. Et autrement, je rentre dans un système, on va dire, philosophique et qui peut devenir même une religion, en disant, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà le dogme. Donc, j'ai une mission d'apporter ça au monde. Là. Non, tout ça, ça se fait naturellement quand on chante juste. Et si le conte reprend du poil de la bête, parce qu'il a failli quand même, il n'était pas bien portant il y a 25-30 ans, quand j'ai commencé, moi, dans les années 80, il n'était pas du tout bien portant. Hein. Aujourd'hui, il est florissant, mais il a une période où c'était un mendiant, le conte, un va-nu-pied. Personne ne le recevait chez soi. Hein. Et puis aujourd'hui, et tant mieux. Mais attention, encore une fois, le conteur, et c'est pour ça que Claudia et moi, on propose aussi ces partages, c'est que le conteur, il a intérêt à découvrir l'harmonie en lui avant d'aller, de se prendre pour, entre guillemets, un évangélisateur, hein, attention. Voilà. Et après, ça se fait tout seul, et on n'a pas besoin de... le sage agit sans bouger.